Commençons notre diffusion en direct dès maintenant. Nous sommes en France. D'accord. Bordeaux, France, nous sommes le 17 juin 2026. Notre diffusion en direct d'aujourd'hui portera sur la souveraineté nationale pour l'ensemble du territoire. Formidable, excellent. L'idée est la suivante. Le corps territoire, c'est vous. Le corps territoire, c'est moi. Hors d'ordinaire, les philosophies et les sciences ont tendance à dire que vous êtes un concept, un ego, une personnalité. Elles inventent des choses, déconstruisant votre véritable nature. Vous êtes un corps-territoire. Que signifie le terme corps-territoire pour les êtres humains, pour que chacun puisse le comprendre? Voyez-vous, pour exister, vous avez besoin d'eau, d'air, d'un environnement, de la terre sur laquelle vous tenir debout. La gravité est nécessaire à votre existence. Vous possédez un corps-territoire. Que mangez-vous? D'où viennent vos aliments? D'où vient votre eau? D'où vient votre énergie? D'où vient Internet? D'où vient l'air? Vous êtes donc un corps-territoire. Vous êtes un ensemble de choses, et cette unité corps-territoire, si elle est souveraine, le pays acquiert sa souveraineté. Car pour moi, il est très clair qu'un corps-territoire est l'unité minimale de l'État. L'État brésilien est composé de tous les citoyens brésiliens. Chaque citoyen brésilien, chaque corps, le territoire de chaque citoyen. Cela change tout. Ainsi, lorsque nous commençons à penser à la souveraineté nationale, nous devons penser à la souveraineté personnelle, à la souveraineté de son corps, de son territoire. Comment envisagez-vous cela? Comment le percevez-vous? J'ai été très heureux car mon frère est musicien et a commencé des études doctorales. Il doit maintenant écrire des articles et autres. Et son discours est du genre Jackson, toute cette histoire que j'ai vécue avec les récits de ce que l'on perçoit, ressent ou pressent est souvent sans valeur, car seule la matérialité des faits compte. C'est tout. Quand on est un corps-territoire, peu importe de dire « Regardez, je crois en ceci » ou « je crois en cela ». Ce qui compte, c'est où se trouve l'eau, la nourriture, l'eau, où atterrir, où se reposer, où travailler. Voilà ce qu'est le corps-territoire. C'est donc beaucoup plus dynamique. Le corps-territoire est un ensemble où l'on est l'état minimal. On me dit parfois, parler d'état minimal, ça sonne très politique. Et c'est très politique. Parce qu'en fait, tout au long de l'histoire humaine, nous avons connu de nombreux prédateurs, des exploiteurs prédateurs. Ces exploiteurs prédateurs se rendent dans certaines régions et exploitent les populations et les êtres vivants qui y vivent. Ils s'y rendent, chassent et exploitent. Qu'advient-il alors de ces êtres vivants, y compris des humains? Qu'advient-il des êtres vivants de cette région? Ils deviennent des marchandises, ils ne sont plus rien, ils deviennent de l'argent, ils deviennent n'importe quoi, car ce sont les exploiteurs prédateurs qui les exploitent. Lorsque nous exerçons notre souveraineté nationale et que nous avons notre propre territoire, ce phénomène est également très présent. Notre capacité d'attention est exploitée par certains prédateurs. Ces prédateurs se moquent de vos convictions, de votre bien-être ou de votre cadre philosophique. Ils ne s'intéressent qu'à vos sentiments et à votre espace vital. Ils veulent vous enrôler dans une cause. En défendant une cause, vous reniez votre corps et votre souveraineté nationale, car vous allez désormais combattre pour une cause qui n'est pas la vôtre, vous cessez d'exister. Titre du direct d'aujourd'hui, la souveraineté nationale pour chaque corps et chaque territoire. La souveraineté nationale pour vous. Comment atteindrez-vous la souveraineté nationale ? Parce que vous êtes une composante de l'État. La souveraineté nationale commence avec vous. Elle commence par la maîtrise naturelle et non obsessionnelle de votre capacité d'attention. Elle commence par la conscience que votre capacité d'attention crée en vous des espaces qui se manifestent de différentes manières. Ces espaces, présents en vous, dans votre corps, sont des espaces activés,
qui vous permettent de percevoir de nouveaux stimuli. Ils se composent d'eux-mêmes et vous percevez quelque chose de nouveau grâce à l'activation de ces espaces mentaux. Parfois, cela peut être compliqué car nous réfléchissons généralement à beaucoup de choses en termes de philosophie, de religion, de science, de culture, et à la manière dont nous les interprétons. Et parfois, nous nous y perdons. Mais quand nous étions bébés, à 2, 3 ans, 1 an, nous n'étions pas perdus. Nous étions pleinement conscients de notre corps. Vient ensuite le langage, les mots, les concepts, les croyances et la foi. Et après, les coutumes et les traditions. Et puis, cet enfant se laisse égarer et commence à défendre des choses qui ne sont pas toujours dans son intérêt. Je vais vous expliquer quelque chose qui pourrait bien fonctionner dans ce direct, mais je continuerai à l'expliquer plus tard. Je pense que vous savez ce qu'est un axe cartésien. J'essaie de vous représenter cet axe 3D. Une sorte de coin, un carré qui a une longueur, une hauteur, une largeur, longueur, largeur. Vous comprenez? 3D, 3 dimensions. Si vous étiez un axe cartésien dans ce corps-territoire, je dirais que pour bien comprendre cette philosophie, cette manière de vous transmettre la souveraineté nationale, ce corps-territoire aurait 5 dimensions. Je l'ai mentionné lors de la précédente diffusion en direct et je le répète maintenant. 5 dimensions, longueur, hauteur et largeur, mouvement et qualia. Qu'est-ce qui est brillant? C'est la qualité de l'espace, la qualité de la chose, un détail supplémentaire. Le mouvement est mouvement. Ainsi, vous, corps-territoire, commencez à vous percevoir comme un axe cartésien à 5 dimensions. Cela vous aidera grandement à atteindre la souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous percevez quelque chose, cette perception est composée de ce qui est activé dans votre territoire corporel. Le stimulus nous parvient par la vue, l'ouïe, l'odorat, la mémoire, puis il est traité et crée une représentation, un espace en nous. Cet espace se situe dans un territoire corporel à 5 dimensions, longueur, hauteur, largeur, mouvement et amplitude. Ces espaces activés peuvent vous donner vie. Vous donnent-ils des espaces activés? Imaginons que je sois issu d'une famille bouddhiste ou d'une famille Pachamama. Depuis l'âge de 2 ans, il existe un espace lié au bouddhisme, un lien avec Pachamama et Pachamamas. Une fois cet espace activé, il rayonne, il revient, il rayonne en moi, l'espace Pachamama rayonne chaque jour. Au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, le week-end avec les rituels Pachamama, les rituels de méditation bouddhiste, je ne sais quoi encore. Chaque jour, j'active un espace au sein de cet axe cartésien qu'est mon corps, mon territoire. Cet espace activé rayonne. Et puis elle s'éteint à nouveau, elle brille puis s'éteint encore. Elle devient presque comme une étoile qui pulse sans cesse dans cet espace. L'espace bouddhiste, l'espace de la Pachamama, l'espace de telle ou telle culture qui palpite en vous. Cet espace, représenté en vous, crée la perception de l'être. Le bouddhisme, la Pachamama, voire le christianisme pourraient vous apporter un bénéfice personnel. Certes, mais à 1 an, vous n'aviez pas cette compréhension et ce bénéfice n'était pas si concret. Souvent, nous adoptons une religion ou une idéologie pour y croire, pour agir. L'idéologie, la croyance, voire la foi, servent donc à l'action. Mais souvent, je ne fais qu'activer ces espaces sans passer à l'action, car cet espace que je stimule constamment est lié à une vie après la mort. Voyez-vous, la vie après la mort n'existe pas. Mais la croyance en la vie après la mort est un espace intérieur qui peut vous aider. Le sentiment, la perception de la vie après la mort est une croyance, et cette croyance peut être bénéfique. La matérialité de la vie après la mort n'existe pas en soi. Elle n'a pas de matérialité.
Il est impossible de la prouver car elle n'existe pas. Oui, mais lorsque je crois en la vie après la mort, il se crée en moi un espace, un territoire, qui peut m'aider jusqu'à un certain point, puis me nuire. Parfois, on continue à s'appuyer sur cette aide, mais cette aide de la vie après la mort ne peut pas détruire votre corps, ce territoire. Vous portez atteinte à votre propre territoire corporel ou à celui d'une autre personne qui ne partage pas vos convictions. Vous avez remarqué? Souveraineté nationale pour l'ensemble du territoire corporel. Le plus important pour vous dans cette carte comportementale que je vous présente, c'est de comprendre ceci. Avant même de remarquer les choses au quotidien, quel est mon état? Quand je me réveille, qui suis-je? Quand je mange, quand je cours, quand je travaille, qui suis-je? Car ce que je suis est une réponse quasi automatique qui me prépare à cet environnement. Je me promène. Ce que je suis dépend des activations cérébrales que j'ai eues un peu plus tôt et je suis quelque chose. En étant quelque chose, j'ai déjà laissé des espaces à l'intérieur de cet axe cartésien à 5 dimensions qui est vous, qui est votre territoire corporel. Cet état d'être a déjà activé des espaces familiaux de bien-être communautaire. Il a activé ces espaces. En activant ces espaces, j'existe. Mais soudain, dans cet instant précis, je ressens une vive douleur dans mon corps. Attends, la douleur est importante. La douleur est un signal important. Je m'ennuie beaucoup, j'ai très mal, je suis... Beaucoup de désespoir, j'en suis la cause. Ça élève le seuil, la cause a un seuil et diminue la sensation de douleur. Donc on projette toute la douleur. Exterminons l'ennemi car la douleur disparaît. C'est un mensonge, je suis un mensonge. D'accord? Parce que normalement, le prédateur exploiteur, crée des groupes. Ces groupes qui ont une certaine identité créent des ennemis. Et ces groupes sont créés sans Givasa. Voyez comme le terme dont je parle est intéressant. Jivasa encore. Jivasa, c'est nous. Nous sommes ensemble. Il y a des groupes dans lesquels la Jivasa est fausse. À quoi ressemblerait un groupe avec une fausse Jivasa? Par exemple, je vais travailler pour une entreprise parce que je recevrai une prime à la fin du mois. Je fais quelque chose et je reçois cette prime. Faire quelque chose et recevoir cette prime, c'est du travail, c'est de l'effort, c'est valable. Mais ce n'est pas de la vraie Jivasa, car la vraie Jivasa, c'est quand j'agis pour le bien de mon territoire corporel. Lequel? Mon territoire corporel. D'accord? Mais dans ce territoire corporel où je suis, dans cette pièce, cet endroit, ce quartier, cette ville, il y a d'autres personnes, il y a d'autres territoires corporels. Alors, qu'est-ce qui est bénéfique pour le territoire où nous sommes? Ce qui profite au territoire où nous nous trouvons, ce sont ces attitudes, ces règles, ces comportements. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté, une dynamique où chacun se rassemble pour œuvrer au bien commun du territoire. L'État, un grand État, un petit État, un territoire-corps, un État minimal, vous, un territoire-corps, un grand État, un collectif de personnes qui œuvrent pour le bien du territoire où elles vivent. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui, par exemple, dans l'État brésilien et dans d'autres États? L'État a été détourné par une centaine de personnes ultra riches. Ce détournement de l'État le fait travailler pour elles, leur fait payer des milliards d'intérêts annuels et exploite un territoire et ses habitants. Ils exploitent le territoire et ses habitants. Ils partent, détruisent le territoire et il devient un désert. Ils exploitent ses ressources, renversent ses immenses barrages, les font sauter et j'en passe, car ce sont de simples prédateurs. Ils exploitent le territoire et les êtres vivants qui l'habitent, ne laissant derrière eux que du sucre, rien d'autre. Si vous êtes le corps, le territoire, calmez-vous,
Ne l'exploitez pas. Mais c'est une question d'idée. Votre vision des choses évoluera et vous commencerez à assumer vos responsabilités car vous êtes l'unité indivisible de l'État. Écoutez, je ne veux tromper personne. Ce n'est plus le cas au Brésil. L'État brésilien est tombé aux mains des ultra-riches. Il travaille pour les ultra-riches, pas pour le peuple. Peu importe les discours des gouvernements de gauche ou de droite, ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils travaillent pour les ultra-riches. Ces derniers empochent 1000 milliards par an grâce à l'État et ne paient pas d'impôts. Alors, oubliez l'image que l'État a de lui-même. Considérez-vous comme une composante de l'État. Voyez-vous, ces ultra-riches contrôlent les médias, les réseaux sociaux, et ils osent prétendre que l'État est corrompu. L'État ne réclame-t-il que des impôts? C'est-il tout? N'est-ce pas vous ou l'État? Vous êtes le territoire. Vous voulez le meilleur pour votre territoire. Les ultra-riches vivent à Zurich, à l'étranger, aux États-Unis, ailleurs. Ils voyagent sans cesse en jet privé, pillant les forêts et les rivières, les laissant s'assécher ou se polluer. Voilà ce qu'ils font, car ce sont des prédateurs. Ils ne peuvent se défaire de cette addiction à la chasse et à l'exploitation financière, chasser et en tirer profit. Mais vous, grâce à votre souveraineté nationale, vous êtes souverain sur l'ensemble du territoire. Alors, comment votre souveraineté peut-elle rester intacte? Vous pensez qu'en révélant la vérité sur notre union, nous pouvons y arriver. Y arriver quoi? Bénéficier de ce territoire commun à tous, mais de quel territoire s'agit-il? De votre maison, de votre salon. Votre chambre est un territoire, parfois uniquement le vôtre. Parfois, des enfants n'ont pas ce territoire. Ils n'ont pas de chambre, pas d'endroit pour étudier. C'est là que l'État doit intervenir, car chaque corps a besoin de son territoire. C'est le corps-territoire. Chacun a besoin de son propre refuge, de son propre territoire, de sa petite maison, de son propre endroit à soi. Ce territoire procure estime de soi et créativité. Chacun a besoin d'un territoire corporel. Mais si vous vivez à 4 ou 5, le salon est un espace commun. Le bien-être du salon est le bien-être de ce collectif, de ces personnes, de ce nous sommes tous ensemble. Et cela profite à tous. C'est ainsi que commencent les règles et les normes qui permettent au salon d'être rangé et agréable pour tous. Et votre chambre? Tant mieux pour vous. Parfois, on n'a tout simplement pas le temps. Je ne suis pas très organisé. Et certaines personnes le sont tout autant, voire moins, que moi. Et leurs chambres finissent par être un vrai capharnaüm. Et quand une chambre est en désordre, il y a un certain stress dont on ne se rend pas compte. Il faut ranger, remettre les choses à leur place, harmoniser le tout. Et en organisant cet espace, on se sent mieux. Car on n'est pas seulement cela, on est aussi l'espace qui nous entoure. Et notre souveraineté nationale dans notre corps et notre espace dépend de cette conception que nous avons de nous-mêmes. Elle dépend de l'aménagement que nous faisons de nos espaces intérieurs. Allons-y. Parfois, la notion d'espace intérieur est assez complexe. Elle est étroitement liée à la philosophie. J'utilise des termes dont nous aurons des équivalents en philosophie, par exemple. Je parle d'espace intérieur. Retenez bien cela. Chaque perception crée, détruit, élimine ou fait apparaître un nouvel espace intérieur. Chaque perception, depuis la naissance du fœtus jusqu'à la mort, génère un espace extérieur dans le corps et le territoire de l'individu. L'espace intérieur est donc généré par une perception. Mais abordons maintenant un terme un peu plus philosophique. En philosophie qui mêle savoir ancestral, hindouisme, philosophie et yoga, on trouve ceci. Ce qui existe est mouvement. Ce qui a cessé de bouger n'existe pas. C'est pourquoi parfois dans certaines vidéos, certains directs, on voit que les gens changent le fond.
car celui de fond, vous pouvez le constater, ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas finit par disparaître, par perdre toute pertinence. L'existence réside donc uniquement dans le mouvement. Même si ces murs en arrière-plan bougent, les atomes vibrent sans cesse. Autrement dit, ce qui n'est pas atomique n'existe pas. Ce qui existe, c'est le mouvement. Et l'autre chose importante que je voulais dire, c'est que la différence réside dans l'intensité avec laquelle les choses sont perçues. Si je vous parle du fleuve Amazone ou d'un arbre ancestral, si je vous parle d'un pin, ce dernier peut avoir une résonance cognitive très forte pour vous. Vous souvenez-vous de votre enfance? Cela fait remonter tant de souvenirs. Le fleuve Amazone vous donne la chair de poule. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique cela? Son intensité intense est-il un mot? Quelle est sa force en vous? Quelle importance a-t-il pour vous? Il s'agit de qualia. Mais ce mot, cette signification évolue en vous. Parfois, aujourd'hui, j'ai parlé avec un chercheur ici à OTBM. Je suis à une réunion humaine. La cartographie cérébrale, un congrès international sur le cerveau humain et son fonctionnement, tout cela me passionne. Lors de ma rencontre avec cette chercheuse, elle m'a dit « Ma spécialité, c'est ceci. Vous partez d'un concept, vous en développez un nouveau, et comment ce nouveau concept peut-il désormais refléter les mots ?» Je lui ai répondu « Écoutez, chaque nouveau concept est un espace au sein de la représentation de votre corps, un territoire à 5 dimensions, le mouvement, les 3 dimensions et le cadre. Lorsqu'on a un concept, ce concept s'inscrit dans ces 5 dimensions. Lorsque l'on intègre tous ces concepts issus des 5 dimensions et qu'on les projette par la parole, cette dernière impose une restriction au concept. On prononce 3 ou 4 mots pour tenter de le refléter. Au moment de parler, on représente le concept que l'on souhaitait transmettre. Mais une fois la parole terminée, on peut renforcer ce concept et commencer à croire que cette pensée, associée à ces mots, représente le tout. C'est, à mon sens, le karma humain. On finit par croire que les mots représentent le concept dans son intégralité. Le mot est la réduction du concept, l'ancrage de ce que vous étiez dans son ensemble. Ce n'est ni une représentation, ni un concept. Ainsi, lorsque l'on s'enferme dans des mots et que l'on croit en ce que l'on pense, on régresse, comme par karma. Les pensées sont le flux. Ce concept, je le transmets ici par ces 3 mots, dans cet ordre. 1, 2, 3. Parfois, c'est 3, 2, 1. Parfois, ce ne sont pas ces mots, car le concept se reflète de multiples façons, et parfois il n'est même pas exprimé par un mot. Parfois c'est un dessin, parfois une chanson, parfois une promenade, parfois une expression corporelle, même un bâillement ou un étirement, car le concept que vous aviez était transmis de cette manière. Mais lorsque le concept est transmis, certaines personnes le réduisent à sa simple formulation verbale. Il perd alors sa pleine souveraineté. Il perd sa souveraineté pour vous-même, car vous êtes bien plus que le concept verbalisé que vous avez. Vous représentez le tout universel dans toutes ses dimensions. Ce concept est là et vous le réduisez à quelques mots. Si vous avez fait un post-doctorat en linguistique ou dans un domaine similaire, le vocabulaire est plus sophistiqué. Si vous faites un post-doctorat en philosophie, le vocabulaire est différent. Et les mathématiques, d'autres mots. Oui, mais les concepts que vous lisiez étaient nobles. Parfois, le langage facilite l'élaboration, la représentation, l'ancrage dans ces mots. L'ancrage. Il ne s'agit pas d'être le concept. Il ne s'agit pas de réduire l'être. Et c'est là que la souveraineté nationale est importante. Se laisser emporter par des concepts verbalisés, c'est réduire l'être à des concepts verbalisés. Cela m'a beaucoup rappelé ce que mon frère disait. Assez des histoires, je n'y crois plus. Je veux voir la réalité concrète. Et chaque concept que vous verbalisez n'est qu'un concept, un reflet de la réalité que vous ressentez.
car cette réalité, cette perception, y compris cette croyance, est en vous. Mais la verbalisation ne fait que refléter qui vous êtes. C'est pourquoi je fais cette diffusion en direct aujourd'hui. La souveraineté nationale pour chaque territoire. Et vous pouvez alors constater que vous pouvez y parvenir en vous-même dans tous les aspects de votre vie. Si vous êtes chrétien, par exemple. Si vous êtes chrétien, vous avez probablement entendu les mots Bible, Jésus et Dieu plus de 5000 fois. Jackson, pourquoi dites-vous cela? Parce qu'à chaque fois que vous avez entendu ces mots, un espace en vous s'est activé. Un espace activé. C'est cet espace activé que vous utilisez pour percevoir ce qui vient de l'extérieur. Oui, mais si vous étiez musulman, ce seraient des mots différents. Ce n'était ni Jésus ni Dieu. C'était Mahomet. Et si vous étiez bouddhiste, ce n'était pas la Bible non plus. C'était Bouddha, c'était la méditation. Ce seraient des mots différents. Ces espaces seront actifs et immanents en vous. Avec ces espaces, des mouvements évoluer, s'élever, briller, disparaître. Ce mouvement crée du dynamisme, crée la temporalité, crée une sensation qui vous aide à percevoir de nouveaux stimuli. Oui, lorsque nous percevons nos stimuli, nous avons cette capacité réactive de savoir « Oups, que suis-je? Que suis-je? Je perçois ceci. Mais que suis-je? Je suis, comme le dit le partisan de Bolsonaro, je suis un partisan du PT, je suis athée, je suis chrétien, je sais. » Voilà, végétarien. Vous êtes, en étant, vous percevez ce qui contribue à la continuité de votre être, car vous ne percevez l'être que comme ce que vous êtes. Mais si vous disposez d'espace où vous pouvez stimuler par différents mots, différents lieux, vous pouvez changer votre façon d'être. Et c'est là qu'intervient un mot dont je parle souvent, vos moi, les moi en tension que vous possédez. Et lorsque ces moi en tension, à chaque moment de la journée, ont besoin d'être satisfaits, un moi apparaît, un moi qui a faim ou qui désire se lever, sortir, dormir, être fatigué, avoir sommeil. Ces différentes phases de soi contribuent toujours à l'espace corporel car elles partagent le même territoire. Qu'elles soient ou non en contradiction avec ce que vous êtes aujourd'hui, elles contribuent, en occupant ce territoire corporel, à votre propre corps et à l'espace qui l'entoure. L'eau que vous buvez, l'air, la nourriture, tout cela vous contribue, vous structure vers le mieux-être et l'épanouissement. Vous jouirez ainsi du bien-être dans ce territoire corporel où vous vivez. Chaque « je » qui apparaît à vous ne nuira pas à ce territoire corporel. Il ne perdra pas sa souveraineté. Et cette souveraineté réside ici dans le fait que vous défendiez une cause qui soit véritablement bénéfique à votre corps, à votre territoire. Écoutez, j'ai des neveux et des amis qui perdent 20 ou 30 ans de vie. À ce que j'ai compris, leur cause n'a rien à voir avec leur bien-être physique. Elle est complètement détournée par une cause Internet, une cause de blablabla sur les algorithmes des réseaux sociaux. J'ai dit, mais enfin, de quoi parlez-vous? Quel rapport avec votre alimentation, votre consommation d'alcool, vos déplacements et votre existence? Vous débitez des absurdités qui n'ont rien à voir avec la réalité matérielle de la vie. Mais vous êtes déjà kidnappé, alors maintenant vous allez acheter ce livre, cet objet, vous allez emprunter ce chemin, vous allez devoir aller dans tel pays, dans tel autre, vous allez faire ces promenades où l'argent ruissellera vers d'autres endroits, car en réalité vous avez déjà été kidnappé par un faux maître spirituel, un gourou, un pasteur, un député, je ne sais qui, n'importe quel idéologue, n'importe quel philosophe qui prétend que vivre, c'est faire ceci. Et en vivant pour faire cela, vous obtenez ce qui suit. Maintenant, vous, par ce mode de vie, enfermez ces choses dans la consommation, dans les biens matériels. Et l'exploiteur prédateur consume cette masse humaine et finit par détruire la souveraineté nationale, anéantissant l'esprit critique de ces individus. Aujourd'hui,
ce prédateur, cet exploiteur-prédateur, transforme les algorithmes des réseaux sociaux en objets, créant de petits groupes et les enfermant dans un système de consommation. Consommation de votre attention, consommation de vos biens. Alors, mes amis, je voulais vous laisser avec ce message empreint de bienveillance. La souveraineté nationale pour l'ensemble du territoire. Vous êtes l'État minimal. Vous êtes la plus petite division de l'État. Vous détenez en vous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Vous agissez, vous planifiez et vous évaluez vos actions. Vous avez la liberté de structurer et cela dépend de ce que vous activez, des ressources intérieures que vous déployez. Vos perceptions influenceront votre vision future des choses et vous pouvez les maîtriser. Bonne chance à tous. À mercredi prochain. Je vous embrasse.